tout petit, j'avais mon optimiste quand je faisais de l'école de voile qui s'appelait Loulou. Il devait y avoir Riri, Fifi et Loulou. Le mien, c'était Loulou. Et donc, je lui parlais vachement. Ça, c'est très vrai en solitaire, ça l'est un petit peu moins quand on est en double ou en équipage, mais en solitaire, ouais, il y a une relation qui se crée. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les solitaires, quand ils parlent souvent, ils disent pas je, ils disent on, alors qu'ils sont tout seuls sur le bateau, mais en fait, ils disent on parce que c'est moi et le bateau. Donc oui, c'est pas juste un bout de carbone ou un bout de plastique, il y a forcément une relation qui se crée. C'est notre maison, c'est la carapace d'une tortue, voilà, il y a une relation forcément qui se crée. L'élément déclencheur qui m'a amené à faire de la voile, c'est clairement mes parents, puisque quand ils se sont rencontrés sur un bateau pendant un charter, et je savais pas encore marcher, que j'étais déjà sur le croiseur familial le week-end et pendant tous les étés. Donc j'ai vraiment grandi dans cette passion-là qu'avait mon père, notamment de la voile, de la mer et de la croisière, hein, parce que lui, il n'était pas du tout un compétiteur, mais il adorait être sur son bateau et être en mer. Et puis petit à petit, j'ai fait de plus en plus de stages en école de voile, en dériveur. Mais paradoxalement, j'ai commencé la compétition assez tard, vers l'âge des 13-14 ans, ce qui est tard ce qui est jeune, mais ce qui est assez tard par rapport aux personnes contre qui je me battais à l'époque. Et assez rapidement, j'ai vraiment accroché et je suis rentré en sport-études, donc justement à la base nautique du Roucas Blanc, qui sera la Marina Olympique dans 3 ans. Pendant ces années de sport-études, on a été vice-champion du monde de dériveur double, on a été 2 fois champion de France aussi. Et ensuite, quand j'ai enchaîné sur la course au large, on a remporté à 2 reprises le Tour de France à la voile. J'ai remporté la solitaire du Figaro, enfin le classement bisu de la solitaire du Figaro. J'ai fait 3 podiums sur la Transat Jacques Vabre, qui est une transat en double sur les bateaux IMOCA, donc les bateaux qui viennent de terminer le Vendée Globe. J'ai participé à la Route du Rhum, voilà. Puis après beaucoup de courses, des grandes classiques comme la Fastnet Race qu'on a gagnée l'année dernière, la Rolex Middle Sea Race aussi, voilà, des grandes classiques comme ça, des grandes classiques de la course au large. Et puis comme je disais, avec cet objectif de naviguer en solitaire autour du monde qui reste voilà, l'aboutissement aussi d'un parcours sportif en course au large. Donc c'est vraiment dans un coin de ma tête, enfin plus que dans un coin de ma tête même. Alors l'objectif dans 4 ans, effectivement, ce sera d'être au départ du Vendée Globe. Entre-temps, il y a beaucoup d'objectifs intermédiaires. Il y a la Transat Jacques Vabre, donc transat entre Le Havre et le Brésil, cette année qui exceptionnellement arrivera en Martinique, qui aura lieu donc fin octobre prochain. Donc ça, c'est l'objectif 2021. Mais l'objectif à long terme, effectivement, c'est d'être au départ du Vendée Globe en 2024, de la Route du Rhum en 2022. Donc voilà, donc tout ça va se construire aussi en étant capable de convaincre des partenaires de nous accompagner dans ces objectifs-là. La question du faux pas qui est fatale, moi ça me ramène souvent à la montagne, puisque on peut imaginer que quand on grimpe une paroi, si on glisse et qu'on dévisse de la paroi, on meurt instantanément. En fait, c'est exactement pareil sur un bateau, puisque même si il n'y a pas d'altitude et il n'y a pas de hauteur, donc on n'a pas cette sensation de vide. Si vous tombez du bateau, globalement, surtout quand vous êtes en solitaire, vous êtes mort. Donc c'est un petit peu le même contexte. Néanmoins, comme c'est mon univers, c'est mon milieu, je n'ai pas du tout cette appréhension-là. Donc j'ai pas cette sensation du danger permanent. Après, évidemment, quand on a des énormes tempêtes avec des vagues de 10 mètres, il y a cette sensation, en tout cas, d'être tout petit par rapport aux éléments, et voilà, ça oblige à une certaine humilité. Des fois, on a peur, plus souvent pour le bateau que pour nous-mêmes. Mais oui, ça fait partie de notre quotidien. En tout cas, on sait en partant faire ce type de course qu'il y a un risque. La plus grosse frayeur, ça reste sur la Transat Jacques Vabre en 2017. Pour une fois, je naviguais en multicoque. Et donc le bateau s'est retourné au large des Açores.
Et donc là, je suis resté coincé sous la coque du bateau, donc dans la nuit noire et avec quelques secondes d'apnée où je me suis retrouvé vraiment coincé pendant quelques secondes sans arriver à me défaire d'un cordage que j'avais autour de la nuque. Et bon, heureusement, j'ai pu, je ne serais pas là pour vous en parler sinon, mais j'ai pu sortir la tête de l'eau à l'arrière du bateau, remonter sur la coque retournée, et puis ensuite les secours sont venus nous chercher. Mais là, c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit, là, tu viens de griller un joker et t'es vraiment passé pas loin. C'est un sport à maturité tardive qui est tellement complexe, qui est tellement multifactoriel que finalement on apprend à chaque fois et je trouve que c'est ça qui est assez génial. Donc effectivement, on sort différent à chaque fois et en tout cas moi j'apprends des choses différentes sur chaque transat, je découvre des choses de moi différentes et je pense que c'est un travail sans fin. C'est pas toujours les victoires qui rendent le plus heureux, mais il y en a eu une qui était pourtant complètement anecdotique dernièrement, parce qu'il y en a eu plein avant, mais il y en a eu une l'année dernière où c'était une victoire en équipage qu'on avait sur une toute petite course, une victoire avec le team Charal avec lequel on préparait le Vendée Globe et on avait gagné une course qui a duré 1h30, mais il y avait une telle intensité, une telle je sais pas, il y a un truc d'équipe quoi. Et en fait, c'était ce que je voulais dire par là, c'est que la victoire, elle est géniale quand tu la partages à plusieurs quoi. Et là, il y avait ce truc-là d'intensité. On avait mal démarré la course et puis petit à petit, on a remonté nos concurrents un à un. Puis on a passé la ligne d'arrivée. Il y avait ce côté un peu explosion, comme on pourrait voir dans les sports co, un peu plus classiques à la télé. Donc ça, c'était vraiment génial. Et puis après, ma plus grande émotion quand même, ça reste la Route du Rhum, même si j'étais loin d'avoir gagné, mais j'avais eu une course, j'avais fait un début de course très 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 bon, où j'étais aux avant-postes, puis ensuite j'avais cassé mes sources d'énergie, donc j'avais dû faire les 5-6 derniers jours sans dormir, rester cloué à la barre, et l'arrivée en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, elle était complètement hallucinante en fait. Et d'émotions avec l'équipe, avec les proches, avec la famille et voilà. Et en fait il y a un truc à part sur ces deux courses là que sont la Route du Rhum et le Vendée Globe. Il y a un engouement, il y a une pression, mais une pression dans le bon sens du terme, qui sont à part. Et donc là le résultat importe peu, déjà de les faire, de faire partie de ceux qui partent et ceux qui arrivent, c'est déjà quelque chose de hyper fort quoi. De la même manière que les gens qui font de la montagne, les gens qui font de la voile et qui se soient en croisière ou pas, ou en compétition, il y a de toute façon ce besoin d'être en contact avec les éléments et donc par définition le respect des éléments. Moi depuis tout gosse, j'ai toujours appris à évidemment ne rien jeter, à pas gaspiller d'eau, voilà. Donc ça, je pense que c'est des valeurs qui sont ancrées, qui font partie de nous depuis toujours. Après, la question aujourd'hui, elle va un peu plus loin que ça. C'est de dire finalement, nos bateaux de course, c'est un sport mécanique. Donc on ne peut pas dire qu'on est des exemples, des modèles en termes d'empreinte carbone, en termes de pollution. Donc néanmoins, une fois qu'on est en mer, on sait, et ça c'est quelque chose qu'on peut expliquer aux gens, vivre avec très peu, produire très peu de déchets, vivre avec très peu d'eau. Moi j'ai l'impression qu'en tout cas, tout le monde en prend de plus en plus conscience, tout le monde fait de plus en plus attention. Avant, tu avais un truc qui s'envolait, ça choquait personne. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'envole et qui tombe dans l'eau. Il y a cette conscience-là de surtout ne rien, enfin en tout cas dans notre milieu, de rien faire tomber, de pas abîmer quoi. La mer Méditerranée, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, une mer qui est complexe, qui est dure à naviguer, parce que le temps il change très vite, parce que ça ressemble un petit peu à une petite baignoire. Donc si vous agitez votre main dans la piscine, ça fait une toute petite vague et ça se propage pas. Si vous agitez votre main dans la baignoire, ça la fait déborder. Donc ça fait vraiment, ça fait de la Méditerranée une mer qui effectivement peut surprendre et peut être plus ou dangereuse que l'océan Atlantique, où les phénomènes sont plus longs, plus prévisibles. Et ensuite, stratégiquement parlant, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est une mer qui est très intéressante parce que entourée par beaucoup de relief,
et donc avec énormément de vents qui changent, de situations météo nouvelles à chaque cap. Donc c'est quelque chose d'assez passionnant pour les navigateurs. On peut s'arracher les cheveux aussi, hein, mais ouais, de super intéressant. J'ai hâte de voir cette marina olympique éclore, de voir les équipes venir s'entraîner et de voir les yeux du monde entier tourner vers ce que j'estime être là, ou en tout cas une des plus belles rades du monde. Quand on passe des courses qui durent entre 3 jours et 15 jours, voire 3 mois pour le Vendée Globe qui vient de se terminer, forcément il y a des moments de contemplation, et moi ça fait partie de ce que j'aime dans mon sport. Ça fait partie aussi du fait que j'aime la Méditerranée sur sa face terrestre aussi, aller faire le GR20, aller courir dans les calanques, avec toujours ce lien entre la mer et la montagne. Voilà, on a la chance de vivre dans un des plus beaux endroits du monde, il faut en être conscient. Donc, en fait, c'est cette diversité de paysages, de temps, même de culture, dans un espace hyper réduit. C'est ça qui est complètement incroyable. Et puis cette proximité de la mer et de la montagne qui est vraiment, qui pour moi, je trouve, est magnifique et fantastique à expérimenter. On dit il faut aller aux Seychelles, aux Galapagos, etc. Mais non, l'eau translucide et les lagons, vous les avez juste ici. Ou ça peut être Porquerolles. Voilà, Porquerolles c'est juste à côté. Porquerolles, Porquerolles-le-Levant, c'est exceptionnel. Et c'est juste là. Donc tout ça, c'est des souvenirs de croisière, de régate, dans des endroits qui sont fantastiques.